Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. La Cour européenne des droits de l'homme, vous savez, l'organisme suprême de vérifier si notre merveilleux continent, l'Europe, vit dans le droit, la justice. D'ailleurs, comme chacun sait, depuis quelques années, on le voit, c'est évidemment le cas, sauf que, il y a des gens qui enquêtent. Des gens qui enquêtent, notamment le Centre européen pour le droit et la justice, qui a enquêté il y a plus de 3 ans, qui a sorti un rapport il y a plus de 3 ans, qui avait permis d'établir qu'une grande proportion de juges de la CEDH, donc la Comité européen des droits de l'homme, étaient issus de la galaxie d'ONG, organisations non gouvernementales, mais de qui? De la Open Society Foundations, l'OSF. Et c'est quoi la Open Society Foundations et toutes ces galaxies de sociétés, de succursales d'ONG? Eh bien, ça appartient au milliardaire George Soros. Mais non, il n'est pas gaga, Pierre Massieu, il n'est pas toqué. Mais quand même, il y a des choses assez hallucinantes. Gregor Pempek, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Gregor Pempek, vous êtes docteur en droit et vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice et vous êtes expert en droit de l'homme. Alors, expliquez-nous, parce qu'on se dit la CEDH, c'est quand même un organisme qui devrait, en tout cas, être au-dessus de tout soupçon. Et vous avez constaté il y a déjà 3 ans, et on parlera, et vous avez sorti d'autres rapports depuis, qui ont actualisé et peut-être aggravé la chose, que quand même, il y a conflit d'intérêts. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement, ou qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, comme les institutions des Nations Unies, toutes ces instances internationales en matière de droits de l'homme, ont un pouvoir considérable sur les États. Par ces juridictions, par ces instances, des experts ou des juges décident sur les lois, les constitutions nationales. Donc ces instances ont un pouvoir considérable. Vous voulez dire, pardon Grégoire Pempek, vous voulez dire s'ils légifèrent, ça passe au-dessus, ça peut passer au-dessus du droit des États, de chacun des États? Oui, exactement. C'est le principe de ces instances, c'est qu'elles ont un pouvoir supranational. D'accord. Qui va, par exemple, déterminer si les lois britanniques, comme maintenant, sur l'immigration, sont acceptables ou non. Et donc, ces instances ont un pouvoir considérable. La Cour européenne des droits de l'homme a un pouvoir sur 46 pays. 46 pays, d'accord. Et donc, les grandes fondations, entre guillemets, philanthropiques ou droits de l'homme, bien sûr, investissent à ce niveau supranational pour essayer d'influencer le plan politique continental. Oui. Non content d'agir simplement, effectivement, comme une ONG, certaines grandes fondations, et en particulier l'Open Society de George Soros, vont plus loin et infiltrent, on peut dire, ces institutions en plaçant certains de leurs membres à des postes clés au sein de ces institutions, et notamment à des postes de juges. Ce que nous avons fait, c'est qu'après avoir vu une évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'éloigne de l'intention des fondateurs, dans un sens plus libéral ou plus de gauche, comme on voudra, on a regardé qui sont les juges qui décident. Il est incroyable qu'en Europe et qu'en France, on ne sache pas qui sont les juges qui décident au-dessus de nos législations. Et donc, on a observé, on a regardé et on a constaté la chose suivante. Oui. Les 100 juges qui ont siégé entre 2009 et 2019, 22 sont issus d'ONG et de fondations qui sont actives à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire qui introduisent des affaires et qui, en plus, sont financés par l'Open Society. Sur les 22, il y en a 12 qui sont des anciens responsables ou salariés de l'Open Society de Soros. Mais comment, excusez-moi, par quel processus peut-on les placer? Parce qu'ils ont été placés, on les a placés. Mais comment? Est-ce qu'on ne se renseigne pas sur leur passé, ou sur leurs activités, ou sur les possibles conflits d'intérêts, avant de les prendre comme juges? Alors, l'exemple, en fait, c'est que vous avez, par exemple, le juge albanais actuel. Oui. Les gouvernements proposent 3 candidats, et il y en a un des 3 qui est élu par l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Sur les 3 candidats proposés par l'Albanie, 2 étaient issus de l'Open Society. D'accord. L'un d'entre eux a été élu. L'un d'entre eux est le cousin, en plus, du Premier ministre, et l'autre était beau-frère du ministre de l'Intérieur. D'accord, intéressant. Oui. La raison pour laquelle ils étaient sur cette liste, c'est parce que l'Open Society, depuis longtemps, a investi considérablement en Albanie pour soutenir la venue au pouvoir du gouvernement actuel. Donc, il y a d'abord un investissement considérable de la fondation au niveau national, en particulier dans les petits pays, pour influencer la politique nationale, et cela se traduit ensuite, un peu comme une récompense, par le fait d'obtenir
des membres de l'organisation dans cette liste des candidats pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est ainsi qu'ils parviennent effectivement à se faire élire. Et excusez-moi, Grégoire Pepin, qui finance et comment est financée la Cour européenne elle-même? Alors la Cour européenne elle-même est financée par les États, donc par les gouvernements et par le Conseil de l'Europe. Mais le Conseil de l'Europe est principalement financé par les gouvernements, mais il accepte aussi des financements privés. Et on a montré aussi à un autre moment qu'il acceptait et que ses principaux financeurs privés étaient Microsoft et encore une fois l'Open Society. Bill Gates et George Soros, c'est ça? George Soros et Bill Gates, oui. D'accord. Et alors justement, mais je repose ma question. Est-ce que franchement, pour accepter tel ou tel, est-ce qu'il y a quand même, comment se passe l'influence? C'est du lobby. Bon, on sait que l'Europe est peuplée de lobbyistes et ça, c'est tout à fait légal. Mais l'influence se passe, c'est-à-dire, on place donc des gens qui ont été dans les ONG, par exemple de l'Open Society, qu'on ne sait plus s'ils sont salariés ou pas, mais ils sont dans la place. Vous dites 22 sur 100, ce qui est quand même considérable. C'est considérable. C'est considérable et on a observé en fait que l'Open Society a investi en particulier dans les pays qui sont assez petits, assez fragiles et parfois assez corrompus, comme l'Albanie, la Bulgarie, même l'Ukraine. Et donc, ce sont de ces pays-là que proviennent principalement ceux qui sont maintenant juges à la Cour et qui viennent de l'Open Society. Ce qui est problématique ensuite, dans le deuxième plan, c'est qu'une fois qu'ils sont juges, les personnes reçoivent des affaires introduites par leur propre ONG. Par exemple, le juge bulgare a fondé 2 ONG. Ensuite, l'année suivante, il est juge à Strasbourg et il reçoit une requête rédigée par ses collègues de l'organisation qu'il a fondée. Ah oui, d'accord. Par l'Open Society. D'accord. Donc là, c'est inacceptable. Donc il y a 2 problèmes. Un problème, on va dire, de collusion et d'entrée, qui crée des groupes d'influence au sein de la Cour et qui explique une partie de l'évolution idéologique de la Cour. Et un deuxième problème majeur, objectif au plan déontologique, c'est un problème majeur de conflit d'intérêts. Un juge issu d'une organisation tranche une affaire introduite ou soutenue par cette même organisation. Et là, il y a des dizaines de cas. Des dizaines de cas. On en a repéré 54 depuis 3 ans. 54 cas de conflit d'intérêts, quoi. Visibles, flagrants. Plus des conflits d'intérêts autres. Par exemple, un juge qui a milité sur une question au sein d'une ONG, bien sûr, sur des questions d'immigration notamment, ou d'autres, eh bien, une fois qu'il devient juge, il est saisi du sujet sur lequel il a milité pendant des années avant. Donc, bien sûr, ça pose un autre problème d'impartialité. Mais il y a toute une série de problèmes au sein de la Cour aussi, qui sont plus techniques, on ne va pas forcément les aborder ici, mais les personnes peuvent le voir. Donc, dans le rapport qui s'appelle l'impartialité de la Cour européenne des droits de l'homme, de la CEDH. Et dans ce rapport, on trouve le détail des problèmes notamment bien sûr de déclaration d'intérêt, au sein aussi du greffe, ça veut dire au sein du personnel de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez le même problème. Vous avez du personnel de la Cour qui est bien sûr largement, on va dire, issu ou qui échange avec ces mêmes ONG, parce que c'est un peu timide. Mais Grégoire Pepin, vous n'avez eu, alors votre rapport, le premier a sorti et il a fait évidemment du bruit, on en a parlé beaucoup dans la presse internationale, un peu partout, peut-être moins en France, mais enfin on en a parlé pas mal. Ce que je ne comprends pas, parce que ça a fait du bruit, et puis ce que vous dites est quand même grave, ça n'a pas provoqué des réactions, notamment par exemple du Parlement européen, de la Commission européenne, de gens qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous avez dû être traité évidemment de complotistes ou de menteurs par d'autres, bien sûr. Alors, écoutez, j'ai été attaqué personnellement, mais le contenu du rapport n'a jamais été attaqué. Ah bon, d'accord. Personne n'a critiqué le contenu du rapport. On aurait pu être poursuivi en justice si ça avait été faux. Rien là-dessus. Le journal Le Monde a fait une page contre moi une semaine après la publication du premier rapport. Il y a eu des campagnes de presse internationales, mais c'est toujours un titre contre la personne, jamais contre le travail. Alors ensuite, oui, il y a eu quelques suites, et il y a des suites. Elles sont difficiles à mettre en œuvre. La Cour européenne des droits de l'homme, avec le temps, elle est un peu obligée quand même de reconnaître qu'il y a un vrai problème. Et donc, elle a adopté déjà une modification de son code de déontologie pour renforcer les obligations des juges en matière d'indépendance à l'égard des ONG, mais ça reste très superficiel. Et elle a travaillé également sur d'autres points de son règlement.
Il y a aussi maintenant une motion de résolution, donc un projet de rapport qui est introduit au Conseil de l'Europe, et un groupe d'experts qui travaille. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi à mettre en œuvre une procédure, une dynamique institutionnelle pour clarifier la situation, mais ça reste pour l'instant très superficiel et c'est sans effet sur la réalité des conflits d'intérêts qu'on trouve à la Cour. Alors, mais j'allais dire ça, écoutez, si vous avez raison, c'est extrêmement grave, parce que vous avez dit au départ, et effectivement, que cette Cour européenne des droits de l'homme, ces juges avaient la préséance sur le droit des États, le droit des nations. Donc, vous imaginez un peu comment il se fait qu'on n'a pas fait une muraille de Chine, ou que personne ne fait une muraille de Chine, entre des juges qui doivent être par essence, cela, encore plus incorruptibles, encore plus intègre et encore plus indépendant que tous les autres. Et ce que vous dites, en tout cas, et qui, vous le dites, n'a pas été démenti, c'est que telle ou telle ONG, telle ou telle organisation, non seulement la pénètre, mais l'investit. Effectivement, oui, non, c'est mais le problème est grave. En fait, nous avons des juges. Il faut comprendre qu'il est difficile de trouver un bon juge dans des pays comme l'Azerbaïdjan, l'Albanie, la Bulgarie, même l'Ukraine, qui sont membres du Conseil de l'Europe, ou la Géorgie. Ouais. Et donc, ces juges-là, ces personnes qui sont élus juges à ce titre de ces pays, ils sont évidemment moins bons que des juges professionnels de la Cour constitutionnelle d'Allemagne ou de France. Vous avez des personnes qui sont très jeunes, qui ont à peine 30 ans ou 35 ans, qui n'ont pas d'expérience de magistrat. La moitié des juges de Strasbourg ne sont pas des juges professionnels. La moitié. La moitié ne sont pas des juges professionnels, d'accord. La moitié, sans expérience de magistrature. Et ils deviennent les juges de nos conseillers de la Cour de cassation. Donc, imaginez la différence de niveau. Le juge albanais, par exemple, on en parle dans le rapport, c'est un cas typique. Professionnel d'Open Society. Il est engagé pour faire la réforme de la justice en Albanie. À la suite de l'élection du nouveau gouvernement socialiste, qui a été soutenu par l'Open Society. Donc l'Open Society parvient à amener au pouvoir un socialiste et ensuite assure le service après-vente en mettant en œuvre la réforme de la justice qui donne plus de pouvoir au gouvernement sur la justice. Eh bien, ce juge-là, cette personne-là, Open Society, il est le cousin du Premier ministre, il est sur la liste des candidats, il est élu juge à Strasbourg, et une fois juge à Strasbourg, il juge la réforme de la justice qu'il a lui-même introduite. Bon appétit aux juges intègres. C'est intéressant. Plus encore, ce monsieur, je lui pose la question, il a mis sur son CV qu'il est avocat. C'est faux. Je lui pose la question, seulement, dites-nous où et quand. Parce que nous, quand on a fait des recherches, on n'a jamais trouvé où et quand il a été avocat. On a demandé au barreau d'Albanie, on a demandé. Donc, la question, c'est est-ce que son CV reflète la réalité? C'est quand même assez grave comme question. Donc, c'est une question qu'on pose. Qui vérifie les CV des candidats de ces pays-là? Il y a tout un tas de problèmes qui se posent de sérieux au sein de cette cour. Personne ne contrôle cette cour parce qu'elle est au-dessus de toutes les juridictions. Il faut que des ONG et des personnes indépendantes fassent ce contrôle. On se demande d'ailleurs si c'est drôle quand je vous entends, Grzegorz Pöppenk, on se demande si, je pense à la Commission européenne aussi, est-ce qu'elle est vraiment surveillée, comment elle est choisie, mais enfin c'est un autre sujet, mais enfin quand même on ne peut pas ne pas y penser. Mais dites-moi, que ce soit Bill Gates, que ce soit George Soros, en fait leurs intérêts c'est effectivement d'avoir quels que soient des gens qui orientent cette course supranationale et aux pouvoirs supranationaux. Et leurs intérêts, c'est quoi, en fait, pratiquement, concrètement? Alors, leur intérêt institutionnel, c'est bien sûr d'avoir des leviers de pouvoir considérables. 46 juges, c'est très peu par rapport à l'immensité européenne. Donc, si vous avez une dizaine d'entre eux qui sont vos proches, évidemment, vous avez un pouvoir considérable. Ensuite, au plan politique, c'est évidemment de soutenir la vision politique de ces grandes fondations. Et l'Open Society, effectivement, elle ne le cache pas son programme. C'est une vision ultralibérale, globaliste, mondialiste, individualiste, et dont le but, effectivement, c'est de transformer l'Europe en un grand continent, pas qu'on va le dire, postmoderne peut-être, post-national, post-étatique. Et donc, c'est cette vision globaliste, ultralibérale qu'ils veulent mettre en œuvre par le biais, en particulier, des institutions internationales. Et donc, Open Society dans le domaine des droits de l'homme, Gates dans le domaine
de la santé. De la santé, oui, c'est ça. Et donc, effectivement, on peut transformer le visage et d'une nation et d'un continent comme ça, petit à petit, de manière très, très efficace, effectivement. Et dites-moi, aujourd'hui, à l'heure où on parle, Grzegorz Pöppenk, est-ce que vous dites qu'il y a eu des réactions, qu'il y a eu des règlements qui ont été changés, mais encore une fois, vous le soulignez vous-même, c'est assez timide pour le moment. Comment il se fait, à votre avis, que les États, ne parlons pas seulement de l'Albanie ou autre, ou de la Bulgarie, etc., comment ça se fait que les grands États ne réagissent pas? Ils sont d'accord avec cette démarche, à votre avis, ou pas? Parce que c'est étonnant, cette absence de réaction. Alors, il y a eu quelques gouvernements qui ont réagi, Oui. notamment le gouvernement bulgare, qui s'est demandé si le juge bulgare devait démissionner. Il y a eu pas mal de parlementaires, mais l'absence de réaction, c'est la raison suivante. Oui. En Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, Oui, la nôtre, oui. la Cour européenne comme un instrument de pouvoir et d'éducation à la démocratie à l'égard des pays d'Europe de l'Est. Ah d'accord, oui. La Cour est un instrument de l'Europe occidentale pour éduquer l'Europe centrale. D'accord, ah oui, ça c'est intéressant. Nous, on s'en fiche un peu parce qu'on n'est pas beaucoup condamnés. Ça sert surtout en fait à condamner autrefois la Russie, la Turquie, voilà, Ouais. et donc à les amener à nos standards. D'accord. Donc on n'a pas grand-chose à craindre, sauf les Britanniques qui sont assez chatouilleux, tandis que les pays d'Europe centrale, ils sont un peu complexés, Ouais. et donc ils n'osent pas mettre en cause la Cour qui a un si grand prestige. Ensuite, les pays ne veulent pas agir trop frontalement, parce qu'évidemment, ça met en cause la Cour elle-même. Oui. Donc, rendre le sujet public, Oui. c'est effectivement fragiliser le système. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça part d'une très bonne intention, bien sûr. Enseigner les droits de l'homme, je veux dire en tout cas, ou la démocratie, ou les contre-pouvoirs, etc. C'est vrai, ça part de... Mais peut-être que quelquefois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et on se demande justement si, au nom de la démocratie, et c'est très bien, on n'est pas en train, quelquefois, de prendre des chemins de traverse avec la véritable démocratie. Grzegorz Pöppenk. Vous savez, à Strasbourg, la Cour a dit elle-même que la démocratie, c'est pas uniquement le vote, c'est d'abord des principes. Ouais. Donc, la définition de démocratie, voilà, très clairement, ça n'a plus grand-chose à voir avec la démocratie élective. C'est le respect de principes d'égalité, voilà, Ouais. de liberté d'expression et autres, et respect des minorités. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça la démocratie. Les Donc, grands même principes. un gouvernement élu Oui. ne sera pas démocratique pour eux s'il n'est pas en ligne avec leurs principes et leurs valeurs. Voilà, c'est tout le problème que vous avez très bien posé. Merci Grzegorz Pöppenk. On suivra cela, voilà, la Cour européenne des droits de l'homme et des juges qui étaient ou qui sont encore en lien direct avec un certain nombre d'ONG, de sociétés ouvertes, mais pas ouvertes pour tout le monde. On en reparlera bien sûr.